Le Japon a remis Moscou fermement à sa place. Poutine s'est rendu aux Kourils et Tokyo a réagi de telle manière que le Kremlin a commencé à s'inquiéter. Le Japon est passé à l'offensive contre Moscou, le Kremlin a tremblé. À Moscou, on parle déjà d'une nouvelle menace, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tokyo prépare un coup silencieux contre la Russie, ce qui permettra de récupérer les Kourils pour toujours. La vengeance de Tokyo commence. Le Kremlin tire déjà la sonnette d'alarme. Pourquoi Moscou réagit-elle si nerveusement aux actions de Tokyo et que craint réellement Poutine? Tous les détails dans la suite de l'émission. Bonjour, c'est Ukraine aujourd'hui, Victoria Perepelitsa et les derniers événements. Moscou est en panique. Le Japon a répondu fermement à Poutine au sujet des Kourils. Le Kremlin reçoit un coup de la part du Japon auquel il ne s'attendait absolument pas. À Tokyo, on a remis la Russie à sa place et exprimé une protestation ferme. Et tout cela s'est produit parce que Vladimir Poutine a visité l'île d'Iturup, l'un des territoires du Nord que le Japon considère comme les siens. Le président de la Fédération de Russie a visité l'usine de transformation de poissons Yasny, a inspecté la production et a discuté avec les employés. Tokyo passe à une politique de représailles agressive. Le Japon a lui-même imposé des conditions à Moscou et a fait comprendre fermement que les règles russes ne s'appliquent pas ici. Le Premier ministre japonais a déclaré que Tokyo avait exigé à plusieurs reprises et à l'avance que la Russie empêche la visite de Poutine sur les îles disputées. Moscou a ignoré cette exigence et a maintenant reçu une réponse diplomatique ferme. Le Japon a souligné que la visite de Poutine contredit la position de Tokyo concernant les territoires du Nord et constitue une insulte pour le peuple japonais. Le Japon a clairement énoncé ses exigences et contraint désormais le Kremlin à tenir compte de la position de Tokyo. Depuis le moment où, en janvier 2024, le président Poutine a déclaré qu'il visiterait certainement les territoires du Nord, le gouvernement japonais a demandé à plusieurs reprises à la partie russe de ne pas autoriser la visite du président sur ces territoires. Poutine est tout de même allé à Iturup. En réponse, le Japon a durci le ton. Tokyo a convoqué l'ambassadeur russe pour exprimer une vive protestation diplomatique. Nous protestons fermement contre cela. Le Japon rejette catégoriquement les revendications russes. Tokyo insiste sur le fait que les territoires du Nord sont des terres ancestrales japonaises, conformément à la position des autorités japonaises et au droit international. C'est pourquoi la visite de Poutine à Iturup a été qualifiée de catégoriquement inacceptable par le Japon. Tokyo n'a pas l'intention de reconnaître le contrôle russe sur l'île et fait clairement comprendre sa position à Moscou. Nous ne pouvons absolument pas accepter cela. Il semble que les Kourils deviennent un nouveau foyer de conflit. Tokyo prévient également que les actions du Kremlin ne font qu'aggraver les relations déjà tendues entre les deux pays. Selon le Premier ministre japonais, la visite de Poutine a encore exacerbé les sentiments anti-russes au Japon et a compliqué les perspectives de rétablissement des relations. Et Tokyo commence déjà sa vengeance. Le Japon a tout simplement décidé d'évincer discrètement la Fédération de Russie. Le Kremlin est pris au piège du soft power. Le gouvernement japonais lance un plan d'annexion silencieuse des Kourils par le biais de l'économie. Tokyo a proposé à Moscou un plan détaillé pour prendre l'initiative sur les îles, du contrôle total de l'écologie à la télémédecine depuis Hokkaido. Il est prévu que les médecins japonais puissent conseiller aussi bien les patients que les médecins russes locaux, notamment via Internet. Selon Tokyo, des entreprises privées russes et japonaises pourraient organiser des croisières maritimes pour les touristes japonais vers certaines îles des Kourils du Sud. Les autorités japonaises espèrent également que les écologistes des deux pays pourraient travailler ensemble à la préservation de l'environnement. La Russie semble perdre son droit exclusif sur les îles sous couvert de coopération. Mais ce n'est pas tout. Dans le domaine de la pêche, le Japon prépare un piège pour Moscou, un piège impossible à refuser. Transformation conjointe du poisson et mainmise fulgurante sur le marché des produits de la mer. Tokyo s'approprie en fait les ressources des îles. Et ici, Moscou devrait se méfier car Tokyo ne fait clairement pas toutes ses avancées vers les Kourils sans raison. Le Japon a officiellement confirmé, les îles Kourils sont un territoire occupé que l'URSS s'est illégalement approprié. La Fédération de Russie considère les îles disputées comme faisant partie de l'oblast de Sakhalin, tandis que les autorités japonaises les incluent dans le district de Nemuro de la préfecture de Hokkaido. Le secrétaire général du gouvernement japonais a une fois de plus déclaré que la souveraineté du Japon s'étendait à ces îles. Les territoires du Nord sont des îles sur lesquelles s'étend la souveraineté de notre pays, le territoire ancestral de notre pays. La position du gouvernement japonais n'a pas changé. L'objet des négociations sur le traité de paix est l'appartenance territoriale des 4 îles. C'est la position constante de notre pays. Moscou tremble de peur. Nikolai Patrouchev est entré dans une véritable hystérie.
L'assistant de Poutine voit dans les actions de Tokyo une préparation à un retour à grande échelle des terres par la force. Il crie à de nouvelles revendications territoriales. Selon Patrushev, Tokyo serait motivé par la soif de profit. Les Japonais convoitent les richesses incalculables du sous-sol russe et les ressources biologiques des Kourils. La peur décuple les dangers. Le Japon prépare le terrain pour formuler de nouvelles revendications territoriales, notamment dans les eaux des mers bordant la Russie, ce qui affecte directement les intérêts de la Russie en matière de sécurité nationale. Selon lui, la politique du Japon, qui cherche à obtenir le retour des îles, s'avère être déterminée exclusivement par des intérêts commerciaux. Ce dont les Japonais ont besoin aujourd'hui, ce n'est pas de justice concernant la question des soi-disant territoires du Nord, mais de ressources minérales et biologiques. Les profondeurs marines au large des Kourils possèdent une hydrographie unique. Il a ajouté qu'il n'y avait rien à discuter, que les îles sont à nous, mais il a immédiatement reconnu que le Japon a constitué une flotte puissante avec l'OTAN et se prépare à une revanche. Patrushev a révélé un terrible secret. L'OTAN a l'intention d'utiliser la flotte japonaise comme un bélier pour détruire ses ennemis dans le monde entier. Les interdictions législatives concernant la guerre sont sur le point d'être levées. Les samouraïs partent à la chasse. À Moscou, ce que Poutine craignait le plus a commencé. Sobyanin s'est ouvertement opposé au Kremlin. Il y a une scission totale au sommet de la Fédération de Russie. Un bain de sang se prépare au sein du Kremlin. Alors que Moscou se réveille de plus en plus souvent au son des sirènes et face à de nouvelles menaces, un conflit interne couvre derrière les portes closes du Kremlin, menaçant d'enterrer le régime de l'intérieur. Découvrez tous les détails dans la suite. La Russie s'effondre de l'intérieur. La verticale du pouvoir russe, qui a affiché une unité de façade pendant des années, semble présenter ses premières fissures sérieuses. Et cette fois, ce n'est ni un opposant, ni un expert occidental qui a évoqué le danger pour le pays, mais le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, l'un des fonctionnaires les plus influents de Russie. Sobyanin s'est ouvertement opposé à l'idée de faire basculer l'économie russe sur le pied de guerre. Selon lui, de tels appels ne rapprocheront pas la Russie de la victoire, mais au contraire, pourraient détruire le pays. En réalité, détruire notre économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, cela revient tout simplement à condamner le pays tout entier. Et cela sonne comme un coup direct porté à Poutine, qui exige une militarisation encore plus poussée. La veille, le député de la Douma d'État, Andrei Kolesnik, avait appelé à faire basculer complètement le pays vers une économie de guerre. En fait, deux positions opposées se sont exprimées au sein du pouvoir russe. Certains réclament encore plus de guerre, tandis que d'autres préviennent qu'une telle orientation pourrait achever la Russie elle-même. Sobyanin a également qualifié de telles idées de dérisoires et a déclaré qu'elles étaient promues par des personnes qui ne comprennent ni l'économie moderne, ni les principes de la conduite de la guerre. Pour le système politique russe, où les débats publics entre représentants de l'élite sont extrêmement rares, une telle rhétorique semble assez inhabituelle. Dans ce contexte, les médias russes discutent depuis plusieurs mois d'un possible passage à un modèle économique de mobilisation. Auparavant, des rapports avaient également fait état de possibles remaniements ministériels, de rumeurs concernant le désaccord de certains hauts fonctionnaires avec une telle orientation, ainsi que de discussions sur le renforcement du contrôle de l'État sur l'économie. Et bien que ces plans n'aient pas été officiellement confirmés, l'apparition même de débats aussi vifs témoigne du fait qu'il devient de plus en plus difficile, au sein de l'élite russe, de maintenir une apparence de totale unanimité. Le maire de Moscou ne se gêne pas pour ouvrir les yeux des gens sur l'ampleur des frappes ukrainiennes. Alors que la propagande russe tente d'en minimiser les conséquences, Sobyanin reconnaît en fait que la situation devient de plus en plus grave. Le nombre de drones lancés en direction de Moscou a été multiplié par plusieurs au cours des derniers mois. De plus, Sobyanin affirme que près des 2/3 de tous les drones attaquant le territoire russe sont dirigés précisément vers Moscou. Le maire de la capitale reconnaît publiquement ce dont on préférait parler avec beaucoup plus de prudence il y a encore peu de temps. Les frappes ukrainiennes à longue portée deviennent systématiques et il devient de plus en plus difficile de protéger la capitale russe. Dans ce contexte, les autorités moscovites annoncent un renforcement du système de lutte anti-drone. Selon Sobyanin, des caméras de surveillance, des radars et les signalements des citoyens sont utilisés 24 heures sur 24 pour protéger la ville. Cependant, il n'a pas communiqué les conséquences réelles des attaques pour Moscou. Pendant ce temps, les experts ukrainiens ne font que confirmer les craintes des Russes. Ils estiment que ce n'est pas un hasard si Moscou mise précisément sur les missiles balistiques, car la défense antiaérienne ukrainienne intercepte les missiles de croisière et les drones d'attaque de manière beaucoup plus efficace. Dans le même temps, une réponse à cette menace, selon eux, pourrait apparaître très prochainement.
Le colonel de réserve des forces armées ukrainiennes, pilote, instructeur et expert militaire Roman Svitan suppose qu'après l'accélération des travaux sur le système de missiles tactiques opérationnels ukrainien Grom, les premiers résultats pourraient apparaître d'ici la fin de l'année. Selon lui, un missile d'une portée d'environ 500 km est potentiellement capable d'atteindre Moscou. D'ici la fin de l'année, je pense que les missiles balistiques ukrainiens devraient déjà faire leur apparition. Le Grom, avec une portée de 500 km, atteindra certainement Moscou, et cela provoquera un véritable émoi parmi les moscovites. Selon l'expert, c'est précisément l'apparition de missiles balistiques ukrainiens qui pourrait modifier considérablement l'équilibre. Si, à l'heure actuelle, la Russie tente d'utiliser les missiles balistiques comme l'un de ses principaux atouts, elle pourrait par la suite se retrouver dans l'obligation de se soucier beaucoup plus sérieusement de la protection de sa propre capitale. Svitan souligne également que le développement de son propre programme de missiles doit devenir l'une des priorités clés de l'Ukraine. Selon lui, concentrer les ressources sur quelques projets cruciaux peut avoir un effet bien plus important que de disperser le financement entre un grand nombre de programmes. Si, il y a peu encore, les dirigeants russes étaient convaincus que la menace ne pesait que sur les villes ukrainiennes, aujourd'hui, même à Moscou, on reconnaît de plus en plus souvent l'augmentation du nombre d'attaques ukrainiennes. Les experts ukrainiens suggèrent qu'à terme, aux drones pourrait s'ajouter leur propre armement balistique, capable de modifier radicalement l'équilibre des forces. La géographie des frappes ukrainiennes s'étend déjà et le système de défense russe est contraint de répondre à un nombre croissant de défis. Et si cette tendance se poursuit, le Kremlin devra de plus en plus réfléchir non pas à la manière de frapper l'Ukraine, mais à la manière de protéger sa propre capitale contre ces attaques. C'est précisément à ce moment-là que la guerre que Poutine a tenté de maintenir à distance de Moscou pourrait définitivement devenir une réalité pour les Russes eux-mêmes. En ces instants, la Géorgie a porté un coup inattendu directement à Poutine. Tbilissi a planté le dernier clou dans le cercueil du Kremlin. Les fondements de l'économie russe s'effondrent en direct. La dépendance pétrolière du Kremlin est brisée, c'est la panique totale à Moscou. Les Russes se sont réveillés d'un cauchemar. Découvrez tous les détails dès maintenant. L'empire pétrolier de Poutine commence à s'effriter sous nos yeux. Ce qui semblait impossible il y a peu devient aujourd'hui une nouvelle réalité. La Russie perd rapidement même les partenaires qui achetaient tranquillement son pétrole depuis des années. Et maintenant, un autre pays a porté un coup puissant au Kremlin. La seule raffinerie de pétrole de Géorgie a officiellement commencé à renoncer au pétrole russe. L'entreprise est déjà passée au raffinage de matières premières kazakhes et attend la première cargaison de pétrole en provenance de Libye dans les semaines à venir. En d'autres termes, le pétrole russe a commencé à être remplacé avec succès. Pour le Kremlin, c'est bien plus qu'une simple perte de contrat. C'est un signal envoyé à tous les autres acheteurs, même ceux qui travaillaient avec la Russie depuis des années trouvent des alternatives. Et lorsque de tels exemples se multiplient, le principal mythe de Moscou, selon lequel ses ressources énergétiques seraient prétendument irremplaçables, s'effondre. Le plus douloureux pour Poutine, c'est que ce processus est déjà enclenché et qu'il est pratiquement impossible de l'arrêter. La société Black Sea Petroleum a confirmé le plan d'abandon total du pétrole russe est déjà en cours de réalisation. D'ici la fin de l'été, l'usine doit passer définitivement à des matières premières provenant d'autres pays et un contrat pour la fourniture de pétrole libyen a déjà été conclu jusqu'à la fin de l'année 2027. En fait, la Russie ne perd pas seulement des barils, elle perd des marchés, de la confiance et des revenus futurs. Car chaque pétrolier transportant du pétrole kazakh ou libyen est un pétrolier de plus qui ne sera pas chargé dans les ports russes. Et chaque contrat perdu signifie des millions de dollars qui manqueront au budget du pays agresseur. Et le plus dangereux pour le Kremlin, c'est que cela se produit précisément au moment où les frappes ukrainiennes à longue portée mettent de plus en plus souvent hors service les raffineries de pétrole, les dépôts de carburant et les routes logistiques russes. En d'autres termes, Moscou subit simultanément un coup de l'extérieur en perdant des acheteurs et de l'intérieur en perdant la capacité de produire et de livrer du carburant normalement. Selon Bloomberg, rien qu'au mois de juillet, les raffineries de pétrole, les pétroliers, les pipelines et les infrastructures maritimes russes ont subi au moins 30 frappes. C'est l'un des mois les plus intenses depuis le début de la guerre à grande échelle. Et si l'on ajoute à ces statistiques une série d'attaques contre des pétroliers près du terminal du consortium du pipeline de la Caspienne, juillet pourrait devenir le détenteur du record absolu en nombre de frappes contre l'empire pétrolier de Poutine. En fait, l'Ukraine ne chasse plus seulement des usines ou des dépôts pétroliers isolés. Elle frappe systématiquement toute la chaîne qui rapporte des milliards de dollars au Kremlin, de l'extraction et du transport jusqu'au raffinage et à l'exportation. Chaque nouvelle explosion est une fissure supplémentaire dans les fondations de l'économie russe,
qui dépend de manière critique de la vente de pétrole. Et la conséquence la plus douloureuse est désormais impossible à cacher. En raison des frappes constantes de drones ukrainiens, le raffinage pétrolier russe a chuté à son niveau le plus bas depuis près d'un quart de siècle. Selon les estimations des analystes, en juillet, les raffineries russes ne traitaient que 3,6 millions de barils par jour. C'est le pire indicateur depuis 2002. Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe, il n'y a pas si longtemps, durant cette même période, la Russie traitait régulièrement plus de 5,5 millions de barils par jour. Aujourd'hui, le pays a perdu près d'un tiers de ses capacités habituelles et il ne s'agit plus d'une panne temporaire, mais d'une dégradation systémique de l'ensemble de l'industrie pétrolière. Chaque raffinerie endommagée déclenche un effet domino. Moins de raffinage, moins d'essence, de diesel et de kérosène, moins de carburant, plus de problèmes de logistique, de transport militaire et de fonctionnement de l'industrie de défense. L'économie russe, qui a vécu pendant des décennies grâce à l'or noir, commence aujourd'hui à s'étouffer elle-même, faute de carburant. Pendant que les Russes cherchent de l'essence pendant des heures et la paient au prix fort, on crée en urgence une image de stabilité pour le dictateur du Kremlin. Car à Dieu ne plaise que le tsar apprenne une telle honte, quelques heures avant la visite de Poutine à Krasnoïarsk, l'essence dans les stations-service locales a soudainement baissé de 20 à 25 roubles par litre et les restrictions sur sa vente ont tout simplement disparu. Les habitants affirment que le carburant a été acheminé en urgence depuis d'autres régions pour que le président ne voie pas la situation réelle. La version officielle est tout simplement risible. Les autorités ont tout expliqué par une amélioration temporaire de la logistique. Cependant, elles ont immédiatement prévenu. Dès que ces stocks seront épuisés, les prix repartiront à la hausse. En d'autres termes, le miracle du carburant durera exactement le temps que Poutine passera dans la ville. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit. Avant la visite de Poutine à Irkoutsk, les habitants avaient également remarqué une baisse soudaine des prix de l'essence. Il semble qu'au Kremlin, on ne lutte pas contre la crise du carburant, mais plutôt pour éviter que Poutine lui-même ne la voie par hasard. Et pendant que le Kremlin fait désespérément état de stabilité, la Crimée occupée sombre elle aussi rapidement dans le chaos du carburant. La péninsule, que l'on qualifiait depuis des années de vitrine du monde russe, ressemble aujourd'hui de plus en plus à un territoire en proie à une crise humanitaire et économique majeure. Selon les renseignements ukrainiens, l'essence en Crimée temporairement occupée a augmenté d'un coup de 18 à 25 %. Mais le problème n'est même pas le prix. Le carburant manque tout simplement. Dans de nombreuses stations-service, l'essence n'apparaît qu'une fois tous les 2 ou 3 jours et les files d'attente s'étirent sur des kilomètres. On en est même arrivé au point où le litre d'AI 95 se vend déjà près de 300 roubles sur le marché noir. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Là où l'essence vient à manquer, une réaction en chaîne commence. En raison de la pénurie de carburant, les coûts de livraison augmentent, le prix de revient des marchandises grimpe et parallèlement, les prix en magasin s'envolent rapidement. Selon les données du GUR, certains produits en Crimée occupée ont déjà vu leur prix augmenter d'une fois et demie à 2 fois et demie. Le kéfir, les œufs, le pain, ce dont les gens ne peuvent se passer, deviennent un luxe de plus en plus coûteux. Mais ce n'est pas encore la limite. Parallèlement à la crise du carburant, la péninsule a été frappée par des pannes d'électricité massives. Rien qu'en une semaine de juillet, environ 1,5 million de consommateurs se sont retrouvés sans électricité. Avec la coupure de courant, l'eau et la connexion mobile ont commencé à disparaître. Dans certaines villes, l'électricité n'était pratiquement pas fournie pendant la journée, elle n'était rétablie que quelques heures la nuit. C'est précisément cet effet dont les militaires ukrainiens parlaient depuis longtemps. Les frappes sur